messieurs, bonjour. Midi, le grand journal, les titres. Binta Diallo. Le bilan des Sénégalais morts au large de Nouadhibou revu à la hausse de 13 à 15 décès, tous enterrés sur place. Le président Macky Sall a réagi il y a de cela un instant par un tweet. Il parle de drame insupportable et qu'il faut mettre fin à ce trafic insupportable de l'immigration clandestine. 6 départements du Sénégal en insécurité alimentaire. Une alerte du Conseil national de sécurité alimentaire. La libération immédiate de Guy Marius Sagna et de ses co-prévenus, c'est ce que réclame le mouvement Nyo Bagn Nyo Lank, nouvelle plateforme qui regroupe Y'en a marre, Frappe France Dégage et des partis politiques. Grande manifestation vendredi 13 décembre prochain. Reportage du jour avec les dures réalités de la vie qui étranglent les gorgorlous. Tous disent tirer le diable par la queue. Vous les entendrez. Les actualités internationales, Georges Détché-Diop. Au Burkina Faso, terrorisme, le nombre de décès dus au conflit armé a été multiplié par 6 en un an, passant de 306 en 2018 à plus de 1800 entre janvier et juin 2019. Le fils de Ali Bongo, nommé à la présidence de la République au Gabon, Noureddine Bongo Valentin est désormais le coordinateur général des affaires présidentielles. Merci Georges. Développement à partir de midi et quart, les sports, cher Tidiane Diagne. Mondial féminin de handball, les Lions ont enfin signé leur première victoire dans le tournoi. Le Sénégal a battu ce matin le Kazakhstan sur le score de 30-10. Vous entendrez la réaction du sélectionneur Frédéric Boujon dans ce journal. Nous allons aussi parler du championnat national de Ligue 1 et de Ligue 2 qui va démarrer ce week-end en natation. Génération Foot et les girafes de Dakar. Vous entendrez aussi l'avis du doyen Abdoulaye Diaw sur le démarrage de ce championnat. Et puis on fera un petit tour d'horizon des différents championnats en Europe. L'immigration clandestine prétexte le chavirement d'une pirogue au large de la Mauritanie. 15 Sénégalais y ont trouvé la mort. On en parle à partir de midi et 30 minutes dans Point de vue. À la technique de ce grand journal, il y a Alun Ba et toujours avec un immense plaisir au micro Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. 13 morts, ils sont passés à 15. Nos compatriotes décédés au large des côtes mauritaniennes ont été enterrés sur place. Une annonce du responsable des Sénégalais de Nouakchott, membre du consulat honoraire du Sénégal dans cette ville du nord-ouest de la Mauritanie où le drame s'est produit et d'où nous appelle Mohamed Diop. Le bilan des Sénégalais décédés au naufrage de migrants sur les côtes mauritaniennes remonte à 15. Comme les autres victimes, ils ont été enterrés sur place. Elhaji Kébé, responsable de la communauté sénégalaise de Nouadhibou. Au niveau de Nouadhibou aussi, on n'a pas de place pour garder ces corps-là. Les autres ont souhaité les enterrer ici à Nouadhibou. C'est pourquoi vraiment on n'a pas pu rapatrier les corps. Depuis hier jeudi, une délégation de l'ambassade et du consulat honoraire du Sénégal est sur place. Et qui a pu rencontrer les autorités locales, à la tête le Wali. Le Wali, c'est le gouverneur. Et la mission onusienne de l'OIM, qui s'occupe des migrants. Mais aussi et surtout les rescapés sénégalais, pour leur exprimer tout le soutien de l'État du Sénégal. Des rescapés qui sont au nombre de 8. 1 de Karang, 4 de Kayar, 1 de Dassalam Serer, 1 de Sourour. Sourour, c'est un village à côté de Dassalam Serer, dans l'arrondissement de Touakouta. 1 de Tendouk, département de Bignona. Ces rescapés devront être rapatriés très prochainement au Sénégal. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. À Karang, l'atmosphère est intenable ce matin. La localité a perdu 5 de ses fils dans le naufrage. Aminata Goudiaby s'est entretenue avec le maire de Karang. Dioguine Gomis, le maire de Karang, que nous avons joint par téléphone, décrit une atmosphère lourde dans sa commune. Les populations se sont réveillées ce matin dans une immense tristesse selon lui. 5 ressortissants de cette commune frontalière avec la Gambie sont décédés dans le naufrage qui s'est produit mercredi en Mauritanie. Parmi ces victimes originaires de Karang qui voulaient rallier l'Europe, 3 élèves, un ouvrier et un cambiste âgé d'une quarantaine d'années. Il a laissé derrière lui 2 femmes et des enfants et de jeunes enfants. 4 jeunes du village de Bassar, situé dans la commune de Bassoul, dans les îles du Saloum, étaient également dans cette pirogue. Les 2 sont décédés et les 2 autres sont des rescapés. Et selon notre source, les défunts étaient tous des pêcheurs. Des jeunes d'autres villages de la commune de Bassoul participaient également à ce voyage vers l'Europe, mais leurs parents disent n'avoir pour l'instant aucune information sur eux.
Les îles du Saloum, il faut le dire, font partie des localités du Sénégal les plus touchées par l'immigration clandestine. Et élèves comme pêcheurs sont tous tentés. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. Le chef de l'État présente ses condoléances aux familles et proches des victimes. Sur Twitter, Macky Sall dit avoir appris avec consternation la mort de 63 migrants, dont 13 Sénégalais dans le naufrage d'une embarcation au large de la Mauritanie. Pour le président Sall, cela est insupportable et il faut mettre fin à ce trafic indigne de l'immigration clandestine. Ici, du côté du ministère des Affaires étrangères et de celui des pêches et de l'économie maritime, l'on reste injoignable. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Sénégalais de l'extérieur que nous avons joint dit être en contact permanent avec le consul honoraire du Sénégal à Nouadhibou. Toutefois, Moïse Sarr dit attendre d'avoir le dernier rapport pour confirmer ou non la mort de Sénégalais dans ce naufrage survenu dans les eaux mauritaniennes. Vous écoutez le grand journal à 12h07. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Je vous le disais dans les titres, 6 départements du Sénégal en insécurité alimentaire, soit plus de 350 000 personnes. Le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire sonne l'alerte. Jean-Pierre Senghor, secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, était tout à l'heure en conférence de presse. Au micro. Nous avons 6 départements qui sont considérés en phase sous pression. Sous pression, ça veut dire que au moins 20% des populations vivant dans ces départements-là sont obligés de déployer des stratégies pour pouvoir satisfaire leurs besoins alimentaires de base. Alors, les 6 départements, c'est d'abord dans l'est du pays, c'est Salémata. Nous avons les 4 départements du nord, donc Ranérou, Podor, Matam, Kanel. Et puis on a le département de Koungheul et Tivaouane. Donc ça fait 6 départements au total où les populations sont obligées de déployer des stratégies pour pouvoir s'en sortir. Donc on a un regard très, focus sur ces 6 départements-là. Le reste des départements les 36 départements sont dans une situation qui est appelée situation minimale, c'est-à-dire que ça va. Pour utiliser un langage, simple, terre à terre. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Il faut déployer une réponse pour accompagner ces populations-là. Je dois dire aussi que ce n'est pas parce que, par exemple, le département de Thiès n'est pas colorié en jaune qu'il n'y a pas de population à l'intérieur qui se retrouverait en difficulté. Même à Dakar, ici, vous savez, dans certains quartiers, il y a des gens qui ont des difficultés. Mais puisqu'on travaille sur des chiffres, je rappelle que ces outils que nous utilisons sont des outils qui sont partagés par les 17 pays de la CEDEAO, plus le Tchad et la Mauritanie. Si rien n'est fait maintenant, on risque d'avoir encore 340 000 personnes qui risquent de se retrouver en difficulté en juin, juillet, août. Donc, c'est pour ça qu'on répond tout de suite. Nous allons élaborer ce qu'on appelle le plan national de réponse que nous allons soumettre à l'autorité. Et il faudrait qu'avant fin janvier, que ces personnes qui ont été identifiées en phase de vulnérabilité aiguë puissent être aidées. L'aide peut être structurée de la façon suivante. Je dois vous rappeler que cette année, nous avons la chance d'avoir pu bénéficier d'une indemnité, d'une assurance panafricaine qui s'appelle African Risk Capacity, ARC, qui, parce que le Sénégal a souscrit à cette assurance-là, puisque le Sénégal aussi a subi en fait les affres un peu de la sécheresse, donne une indemnité au Sénégal de 5,5 milliards. Et cet argent va être mobilisé pour que ces populations-là puissent être accompagnées rapidement avant fin janvier. Les propos de Jean-Pierre Senghor, secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, ont été recueillis par Mohamed Ali Mouba. Une nouvelle plateforme est née, Nyoba Nyolank, conférence de presse tout à l'heure. Y'en a marre, Frappe France dégage et des partis politiques qui réclament la libération immédiate de Guy Marius Sagna et compagnie. Grande manifestation vendredi 13 décembre. Fatima Mbeng, porte-parole du jour, au micro de Papa Balagui. Voilà 5 jours qu'ils ont entamé une grève de la faim sous le regard impitoyable des autorités judiciaires. Leur santé se dégrade de jour en jour. Le collectif citoyen Non Lank tient le président Macky Sall pour responsable de tout ce qui arrivera à ces dignes patriotes dont la vie est aujourd'hui dangereusement menacée. La liberté de manifestation est un droit inaliénable, inscrit dans notre Constitution. Nous entendons jouir de ce droit sans aucune restriction. À vrai dire, rien ne justifie l'arrestation et la détention de ces citoyens sénégalais, si ce n'est une volonté d'acharnement sur des jeunes qui refusent courageusement et avec dignité de courber l'échine
face à la situation préoccupante que traverse le pays. Le collectif citoyen Non Langue exige la libération immédiate et inconditionnellement de tous les citoyens sénégalais injustement et arbitrairement arrêtés au cours de la marche contre la hausse du prix de l'électricité. Chaque jour passé en prison par ces jeunes est un pas de plus vers la dictature. Il n'appartient pas aux ménages déjà assaillis par des difficultés de toutes sortes, ni aux entreprises soumises à une pression fiscale sauvage de payer les frais des choix économiques hasardeux et des dépenses de prestige de chef de l'État. Momar Ndao sur l'arrestation de Guy Marius Sagna et compagnie suite à une manifestation devant le palais de la République. Le président de l'ASCOSEN parle de provocation. Selon lui, l'activiste pouvait organiser son rassemblement sur un autre lieu au regard de la menace terroriste. Momar Ndao qui soutient par ailleurs que la hausse des tarifs de l'électricité se justifie. Il était l'invité de RFM Matin. Nous avons vu qu'aujourd'hui, l'État doit à Sénélec 265 milliards. Il y a 102 milliards presque qui manquent, 101 milliards et poussière. Donc si on l'ajoute à 265 milliards, ça fait 366 milliards. Et dans ces conditions-là, on risque de se retrouver dans une situation où Sénélec aura toutes les difficultés pour pouvoir assurer correctement donc, le service. Alors, de deux choses l'une, soit on dit on n'est pas d'accord pour qu'on augmente. À ce moment-là, si on n'augmente pas, on risque de se retrouver dans la situation de 2012, 2011, 2009, etc. Et les Sénégalais préfèrent avoir du courant plutôt que d'être sans courant. Donc nous sommes totalement contre toutes les hausses d'où qu'elles viennent, mais dans ce cas de figure, c'est le moindre mal parce que c'est soit une augmentation ou bien se retrouver dans une situation où on n'aura pas de courant. Alors, quel commentaire sur l'arrestation de Guy Marius Sagna et compagnie? Bon, je pense que le droit de manifester est inscrit dans la Constitution, mais ce qu'ils ont fait, c'est de la provocation. Ils peuvent manifester ailleurs, demander une autorisation ou manifester, en tout cas dans une autre zone, mais venir jusqu'au niveau donc, du palais de la République, faire de la provocation, au moment où aujourd'hui le défi sécuritaire est un défi mondial, donc de plus en plus les pays sont sur le qui-vive par rapport au défi sécuritaire, donc je pense que c'était pas une bonne idée. À mon avis, ils pouvaient manifester, comme ils ont eu à le faire à plusieurs reprises, et des manifestations autorisées sur les places qu'ils pourraient proposer à l'autorité préfectorale. Nous, on n'est pas contre les manifestations, au contraire, mais aller au niveau des grilles de la présidence, là, c'est de la provocation. Elles sont d'une extrême importance dans le dispositif sanitaire. Les physiciennes médicales, ce sont elles qui gèrent la santé des radiothérapies. Au Sénégal, elles ne sont qu'au nombre de 3, des Bac plus 10 qui n'ont pas de statut et un salaire net qui ne dépasse pas 300 000 francs CFA. Ce qu'elles veulent désormais, c'est une revalorisation à Wambaye. Le physicien médical est indispensable dans le dispositif de fonctionnement de tout appareil de radiothérapie. Il est au début et à la fin du processus de traitement des patients. Il est exposé aux rayons X et gère la sécurité des malades et du personnel. Le Sénégal en compte 3. Toutes des femmes, une à l'hôpital Dantec et 2 à Dalal Jamm de Guédiawaye. Et même si elles restent les pièces maîtresses dans les unités de radiothérapie, elles n'ont toujours pas de statut qui leur permet de bénéficier de salaires conformes à leur durée d'études. Bac plus 10. Elles perçoivent moins de 300 000 francs. Dans des pays comme la France, le Maroc, la Mauritanie, où la profession de physicien médical est reconnue, les diplômés de cette filière gagnent bien leur vie. Au Sénégal, la situation est tout autre et si rien n'est fait par les autorités, les autres pays dans le besoin risquent de venir faire les yeux doux à nos physiciennes médicales qui, pour le moment, préfèrent rester au Sénégal par patriotisme et servir la population. Et comme si cela ne suffisait pas à Awa, les autorités en rajoutent aux dures conditions de vie des Gorgorlou, augmentation du prix du courant et coupure d'eau. Des Sénégalais rencontrés disent chercher la queue du diable pour l'attirer. Reportage Oumou Kalsoumli. Sur la place publique, dans les transports en commun, comme dans les médias, ces sujets défraient la chronique entre hausse du prix de l'électricité et pénurie d'eau. Certains Sénégalais rencontrés vivent difficilement la période. La vie est dure, les factures sont élevées, il n'y a pas d'eau et tout est devenu tellement inaccessible dans ce pays-là. Le courant est cher, l'eau est devenue rare, le commerce connaît vraiment des difficultés. Ça reste beaucoup à faire dans ce pays-là. Omar Sissé, la quarantaine, trouvée en pleine discussion, saisit notre présence.
s'avance pour reparler de ce qu'il appelle une facture salée. Ce mois, il devra débourser plus. Les factures ont augmenté, même celles de l'eau. Le Sénégal de 1992 à celui de 2019, il n'y a pas photo. On devrait vraiment dépasser cette situation. C'est vraiment désolant. Je ne crois pas à cette émergence-là dont on parle. Autre casse-tête pour certains Sénégalais, la pénurie d'eau notée suite à la grève de la SDE. Mère Khadijatou Diallo précise qu'elle est restée 3 jours sans avoir une goutte d'eau. Depuis 3 jours, je n'ai pas la moindre goutte d'eau. C'est très difficile à vivre, vraiment. L'État doit nous aider. On est tous fatigués. Décembre, mois de fête et de fin d'année, coïncide cette fois avec une période difficile, cherté de la vie, factures salées et manque d'eau. Face à ces difficultés conjoncturelles, ces Sénégalais espèrent voir la situation s'améliorer d'ici à Noël. À Kaolack, les chantiers du Promoville à l'arrêt depuis décembre 2018 à cause de contraintes budgétaires. Les travaux financés par la BAD ont été exécutés à 89%. Il y a eu une visite de chantier dirigée par le préfet Ibrahima Diamé. Depuis presque un an, les chantiers de la phase pilote Promoville Kaolack financés par l'État du Sénégal dans le cadre du budget consolidé d'investissement sont à l'arrêt faute d'argent. 45% seulement des travaux ont été exécutés. Rachel Koliboukal, secrétaire générale du ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Les travaux sont à l'arrêt, je pense, depuis décembre 2018, donc il y a un an, du fait de contraintes budgétaires que nous connaissons. Lors de la dernière LFR, la loi de finances rectificative, l'État du Sénégal a alloué suffisamment de ressources pour pouvoir reprendre les travaux et les terminer. Par contre, les chantiers financés avec l'appui de la BAD à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA et qui ont fait l'objet de cette visite de la délégation de Promoville ont connu un taux d'exécution satisfaisant estimé à 89%. Pour la phase ci, vous avez constaté avec nous que les travaux sont terminés. Il reste que les aménagements connexes, l'éclairage public et on espère que les travaux seront finalisés et réceptionnés durant le premier trimestre de l'année 2020. Une chose est de construire des ouvrages, une autre de les entretenir. À peine achevés, les populations commettent des actes inciviques sur les travaux en cours de finalisation. Un comportement que le premier adjoint au maire de la commune, Dr Tchernodiaye, condamne fermement. Parce qu'un chantier non réceptionné, on dépose des immondices là-dessus, on jette de l'eau sale là-dessus. C'est inimaginable. La commune de Kaolack doit bénéficier au total de 12 km de voirie du projet Promoville, sans compter les travaux annexes tels que l'éclairage public et les travaux d'assainissement, entre autres, le tout pour un financement global de 8 milliards 100 millions de francs CFA. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. Pour lutter contre l'insécurité à Touba, 1962 lampadaires sont en train d'être installés dans la cité religieuse. 50 millions de francs CFA ont été dégagés par l'association Touba Tchakanam en partenariat avec la mairie. Marima Diop. 1960 lampadaires pour la ville sainte. L'association Touba Tchakanam entend ainsi lutter contre l'insécurité qui règne à Touba. Moustapha Mbaye, membre cellule communication Touba Tchakanam. Nous avons compris qu'il fallait trouver des solutions par rapport à l'insécurité. Et c'est par analogie que nous avons compris aussi qu'il fallait un peu participer à éclairer la cité religieuse. Nous savons que c'est un travail qui devrait incomber exclusivement à la mairie. Mais étant donné que Touba c'est une ville qui grandit géographiquement au quotidien et de manière vertigineuse, il nous fallait donc participer donc à cet effort, la mairie. Et de nos discussions, il a été retenu d'acheter 1960 lampadaires. Des lampadaires automatiques et disposant des dernières avancées en matière de technologie. Le coût total de l'opération, 50 millions de francs CFA. Donc 50 millions de francs CFA ont été dégagés pour acheter 1960 lampadaires. Et ces lampadaires-là, nous allons les disposer au niveau de la cité religieuse. D'une lampe à une autre, nous aurons 30 mètres. Donc nous allons commencer au niveau des quartiers non périphériques, parce que là l'électricité est disponible. Après cela, nous allons nous attaquer aux quartiers périphériques, les Santianes, puisque aussi là-bas l'insécurité est grandissante, parce que les populations souffrent d'un problème d'éclairage public. L'association Touba Tchakanam, en partenariat avec la commune de Touba, s'engage à prendre à bras le corps le problème de l'insécurité dans la ville sainte. Marema Diop, Touba, RFM. RFM. L'actualité internationale.
Avec Georges Détidiop. Bonjour Georges. Bonjour Binta Diallo. Et la lutte contre le terrorisme et ses conséquences. Au Burkina Faso, selon la BBC, le nombre de décès dus au conflit armé a été multiplié par 6 en un an, passant de 306 en 2018 à plus de 1800 entre janvier et juin 2019. Un témoin déclare que cet membre de sa famille avait été tué par les forces de sécurité pour leur appartenance ethnique. En République démocratique du Congo, l'armée a annoncé avoir retrouvé le corps d'un casque bleu. C'est ce qu'a indiqué en tous les cas un porte-parole de la MONUSCO. L'armée congolaise dit avoir retrouvé le corps, une date non précisée, dans la région de Béni, où elle a annoncé le 30 octobre des opérations contre les groupes armés, en particulier les forces démocratiques alliées. Et en RDC, toujours le comité laïque de coordination a lancé depuis hier un sitting continu devant le palais de justice de Kinshasa. Un sit-in de 3 jours et 3 nuits pour exiger la démission des juges constitutionnels impliqués dans les dossiers électoraux. Les membres du CLC demandent aussi la restitution des 15 millions de dollars disparus des caisses de l'État et la fin des violences à Béni, à Wambaye. Le palais de justice de Kinshasa est le lieu de rendez-vous du comité laïque de coordination qui manifeste à travers un sit-in de 3 jours. Le CLC exige depuis hier la démission des juges de la Cour constitutionnelle qui l'accusent d'avoir été corrompus pendant la période du contentieux électoral. Les laïcs catholiques veulent des explications sur les résultats de l'enquête au sujet de l'affaire dite des 15 millions de dollars présumés disparus des comptes du Trésor. Le CLC souhaite aussi que la lumière soit faite sur les tueries dans la région de Béni. Au Gabon, Ali Bongo nomme son fils à la présidence de la République. Noureddine Bongo Valentin est désormais le coordinateur général des affaires présidentielles. Il a été nommé hier en Conseil des ministres. Il assiste le président dans la conduite de toutes les affaires de l'État et veille à la stricte application de ses décisions. Le choix porté par Ali Bongo sur son fils intervient à un moment où plusieurs responsables de la haute administration publique soupçonnés d'avoir fait main basse sur les fonds du pays sont poursuivis, Binta, par la justice. Merci beaucoup, Georges Détidiop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. L'immigration clandestine prétexte le chavirement d'une pirogue au large de la Mauritanie. 15 Sénégalais y ont trouvé la mort. On en parle à partir de 12h30 avec Boubacar Sey, président de l'ONG Horizon Sans Frontières, et Abdou Mbow, président de la Commission des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur et de l'intégration africaine. Bonjour, cher Tidiane Diagne. Bonjour, Binta Diallo. Mondial féminin de handball, enfin une victoire pour nos Lions. Oui, les Lions ont enfin signé une première victoire ce matin. Le Sénégal a battu le Kazakhstan sur le score de 30-10. La gardienne Dungo Kamara a été désignée meilleure joueuse de la partie. Leur entraîneur Frédéric Boujan, lui aussi, est heureux d'avoir enfin signé cette victoire. On l'écoute. C'est un match qui est très très important, tout le Sénégal, pour les joueuses, pour les dirigeants, pour le président, pour tous ceux qui ont cru en ce projet. Voilà, quand on a commencé en 2016, et il s'est passé beaucoup de choses entre 2016 et décembre 2019. Donc il faut vraiment féliciter tous les gens qui nous ont accompagnés, qui ont mis des moyens sur ce projet, féliciter les joueuses qui se sont accrochées. Je pense que depuis qu'on est ici, on a été pas loin de créer des grandes surprises. On a eu des séquences de matchs qui étaient vraiment très très intéressantes. Et on voulait gagner ce premier match aujourd'hui, donc ça tombe le jour de mon anniversaire, c'est un moment très très sympa. Maintenant on veut aussi très très bien finir la compétition, il nous reste 2 matchs de classement, voilà, et on veut essayer de terminer à la meilleure position possible. Début demain du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. Adeni Biramdao, c'est peut-être le choc de cette première journée à 16h entre Génération Foot et Yaraf de Dakar. Au stade Alassane Djigo à 16h30, Gorée Dakar Sacré-Cœur à Amadou Barry, 16h30 Nyarita Limbourg Petite Côte. Dimanche pour la suite et fin de cette première journée à Ziguinchor, 16h30 Casa Sport Tenguet FC. Au stade Alassane Djigo de Pékin à 17h, AS Pékin Niambour. AS Douane rend visite au stade Caroline Faye de Mbourg, toujours ce dimanche au stade de Mbourg.
Au stade La Dior de Thiès, Snaps de Thiès, le promu, joue contre Djambar de Sali qui retrouve aussi l'élite. En Ligue 2, c'est aussi la première journée dès demain au stade La Dior de Thiès à 15h30. Thiès FC Duc. À la même heure, retenez que Amitié FC joue contre Africa Promo Foot, à 17h plutôt, à 17h30 donc pour la seconde partie. La seconde rencontre plutôt prévue toujours au stade La Dior de Thiès entre Amitié FC et Africa Promo Foot. Au stade Massensen de Fatick à 16h30 toujours samedi, J Fatick Linger. Au stade Lamine Gueye de Kaolack à 16h30, Sonacos Diamono de Fatick dimanche au stade Caroline Faye pour la suite de cette première journée en Ligue 2. 15h Kermadior Port lundi pour la fin de cette première journée. Au stade Alassane Djigo à 16h30, Renaissance Guédiawaye Football Club suivi de Union Sportive de Wakam Demba Diop FC de Bourg. C'est prévu au stade Amadou Barry de Guédiawaye à partir de 16h30. Comme chaque année, l'espoir est permis de voir un bon championnat, même si les infrastructures semblent faire défaut. C'est aussi l'avis du chroniqueur sportif de la RFM, le doyen Abdoulaye Diaw, qui était ce matin dans RFM Matin. Si vous avez une bonne équipe ou de bonnes équipes, vous pouvez déboucher sur un championnat d'assez bon niveau. Nous avions fini, comme on dit, d'être édifiés sur le niveau de notre championnat, puisque nos équipes de clubs voyageaient très mal, même dans la sous-région depuis quelques années. C'est vrai que l'infrastructure manque. Voilà comment le championnat a été morcelé sur 3 journées, samedi, dimanche, lundi. Souvent même, on joue le mardi ou en milieu de semaine. Et moi, je me félicite, par exemple, du début combiné et de la première et de la deuxième division. Le doyen Abdoulaye Diaw dans RFM Matin, ce matin interrogé par Babacar Fall. Foot à l'étranger et de la France d'abord. 17e journée qui va démarrer dès ce vendredi à 18h, Lille-Brest à 19h, Nîmes-Lyon. D'autres matchs sont prévus demain samedi. On va notamment suivre le match devant opposer le leader Paris Saint-Germain à Montpellier. Et puis son dauphin qui va jouer contre Bordeaux, c'est dimanche à partir de 20h pour la course à la deuxième place qu'occupe présentement l'Olympique de Marseille, alors que les Girondins de Bordeaux sont 3e au classement. En Angleterre, c'est la première ligue, donc avec la 6e journée qui va démarrer donc demain, à suivre particulièrement Liverpool de Sadio Mané qui va jouer à partir de 15h contre la formation de Bournemouth. Le choc va opposer les deux clubs de Manchester, c'est le derby de Manchester entre Manchester City et Manchester United. En Espagne, on va suivre dès ce soir à partir de 20h l'Atlético Madrid qui se déplace chez Villarreal à partir de 16h. Les équipes qui sont en tête du classement, le Real Madrid et Barcelone, jouent au demain. 12h Real Madrid Espagnol, 20h Barcelone Mallorca. Nous aurons certainement le temps de revenir en détail sur d'autres championnats, mais on ne va pas finir sans parler du championnat italien avec ce choc attendu ce soir pour le compte de la 15e journée, 19h45. Inter de Milan, 2e au classement, accueille, ou plutôt premier au classement, puisque Inter de Milan a supplanté la Juventus de Turin à l'issue du week-end, des rencontres du week-end dernier. L'Inter de Milan donc qui va jouer ce soir contre AS Roma, un match difficile en perspective, match prévu à partir de 19h45. Nous sommes dans Point de vue et nous recevons Boubacar Seye, président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Merci Maître Boubacar Seye et bonjour. Bonjour. Nous recevons également Honorable Abdoumbo, président commission des affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur et de l'intégration africaine. Bonjour Honorable. Bonjour Binta, je salue aussi mon co-débatteur et les auditeurs et auditrices qui nous écoutent à travers la RFM. Alors, après le Maroc, Boubacar Seye, voilà que d'autres migrants clandestins ont trouvé la mort hier au large de la Mauritanie. Parmi eux, bien entendu, des Sénégalais, on parlerait de 15 morts. Votre réaction sur cette tragédie maritime et quelles sont les dernières informations que vous avez? Boubacar Seye. Bon, nous sommes entre incompréhension et indignation du moins, parce que faudrait-il peut-être avoir le courage de le dire. Ce phénomène n'a jamais baissé d'intensité. Aujourd'hui, plusieurs facteurs à la fois conjoncturels et structurels expliquent cette recrudescence qui suscite malheureusement des imaginaires migratoires et quelquefois des odyssées périlleuses, comme c'est le cas aujourd'hui. Je crois que ce dossier, en tout cas en ce qui nous concerne, appelle à une prise de conscience, oui. Appelle à la responsabilité de qui au sens de l'honneur et de la dignité humaine envers cette jeunesse. Je dirais même
cette richesse devenue fardeau. Et il faudra une prise de conscience, je l'ai dit tout à l'heure, pour une relecture des perspectives, ne serait-ce que pour réduire les risques à des proportions tolérables. La malgouvernance générale endémique, le chômage structurel et chronique des jeunes obstruent malheureusement les perspectives d'épanouissement des couches vulnérables que sont la jeunesse, les femmes, malheureusement, et les enfants, poussés à chercher un avenir meilleur ailleurs. Absolument, nous y reviendrons dans un instant. Le temps de donner la parole à Abdou Mbow, président en commission des affaires étrangères. Honorable, aujourd'hui, c'est comme qui dirait que les naufrages n'ont pas dissuadé les immigrants clandestins. Merci Binta. Je voudrais d'abord regretter ce qui s'est passé et profiter de l'occasion pour présenter nos condoléances aux familles des victimes. Mais juste aussi relever que c'est vrai que c'est un phénomène regrettable et ce qui est arrivé quand même est aussi regrettable, mais je voudrais rappeler, parce que le secrétaire d'État au Sénégal de l'extérieur l'a dit, ce qu'il faut constater, c'est que depuis très longtemps, les embarcations ne viennent plus des côtes sénégalaises. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le gouvernement du Sénégal est conscient du phénomène de la migration, de l'immigration clandestine et a pris les dispositions pour sécuriser nos frontières. Ça, c'est un. Mais sauf que, honorable, excusez-moi, mais les Sénégalais sont en train quand même d'emprunter la mer de façon. Je reviens sur ça, mais convenez avec moi que depuis quelques années, on ne parle plus des départs au niveau des côtes sénégalaises. Ça, c'est un. Cela ne dédouane pas le gouvernement sénégalais à la vigilance et à la prise de conscience, comme l'a dit tout à l'heure mon co-débatteur, parce que le Sénégal, à travers son gouvernement, dès que les choses se sont arrivées, le chef de l'État a instruit le ministre des Affaires étrangères et des autorités compétentes pour aujourd'hui assister nos compatriotes qui sont dans cette affaire-là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant, la prise de conscience doit être générale. Mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure. Absolument. Au niveau de l'État, d'abord, parce que l'État est responsable de la sécurité de tous les Sénégalais, mais aussi au niveau des citoyens que nous sommes, au niveau des familles, pour sensibiliser davantage les jeunes à ne pas prendre la mer, parce que ça aussi, je pense que c'est important. Mais aujourd'hui, nous, en tant que parlementaires, quand on a été informés de cette affaire, nous avons saisi le ministère des Affaires étrangères et nous nous sommes rendus compte qu'ils ont instruit les autorités consulaires qui sont en ce moment en train d'assister nos compatriotes. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui, on parle de 13 ou de 15 morts, mais ils nous ont dit que dès que les chiffres officiels vont sortir, ils vont communiquer de manière claire et transparente pour donner des informations au Sénégal. Mais en tout cas, nous, au niveau quand même du Parlement, nous allons profiter du passage du ministre des Affaires étrangères aujourd'hui pour l'interpeller sur la question, parce que nous allons, à notre niveau, faire notre travail pour que des informations plus claires puissent être données aux Sénégalais. Mais il faut que l'on sensibilise, que la prise de conscience puisse être faite, mais aussi nous ne pouvons pas ne pas profiter de cette occasion pour louer quand même l'effort de l'État du Sénégal à travailler à ce que ce phénomène puisse baisser d'intensité. Mais justement, Boubacar Seye, comment faire comprendre à ces migrants que les pays d'accueil se sont barricadés? Il ne s'agit pas seulement de l'Europe, mais aussi de l'Afrique. On se rappelle de la Côte d'Ivoire qui avait expulsé des migrants maliens, l'Afrique du Sud qui est sous tension xénophobe depuis quelque temps. Oui, absolument. Voilà, je voudrais aussi, avant de répondre à votre question, saluer l'honorable député. Lui remercier aussi, je voudrais remercier pour son implication, parce que quand il dit que le débat sera posé à l'Assemblée nationale, nous, effectivement, nous en réjouissons. Et maintenant, pour revenir à la question, effectivement, aujourd'hui, force est de constater que du fait de la forte vulnérabilité, malheureusement, cette jeunesse africaine pense que du fait de l'absence d'initiatives stratégiques, cette jeunesse pense que l'avenir est ailleurs. Oui.
faudrait-il, dans ce dossier qui pose des problématiques de paix, de sécurité, d'intégrité et de dignité humaine, faudrait-il renforcer la sensibilisation? Faudrait-il inciter à une révolution socioculturelle, à une révolution épistémologique? Faudrait-il encore revoir les pesanteurs socio-économiques, je dirais même culturelles, de la société sénégalaise? La notion de tekki. Les gens pensent que pour Amdara, il faut me tekki. Je crois que c'est tout cela qu'il faudrait revoir. Donner l'exemple de ces gens-là qui n'ont jamais voyagé et qui sont là, Nugi Tekki. Donc il faudra aujourd'hui une relecture des perspectives, des ateliers de relecture de la perspective et des outils d'aide à la prise de décision. Ne serait-ce que pour montrer à cette jeunesse-là que l'avenir est là. L'Europe se barricade, vous l'avez dit tout à l'heure. La migration est devenue le contraire de l'identité. Aujourd'hui, on parle de la théorie de remplacement pour ne pas parler de complément, puisque la migration est tout simplement un complément qui entraîne une dilatation de l'économie et de la société. Malheureusement, aujourd'hui, du fait de l'échec des partis, de l'échec du moins des idéologies, alors les dirigeants européens surfent sur l'immigration et l'islam, mis au banc des accusés par une laïcité juridico-politique. Donc faudrait-il que en Afrique, les gens prennent conscience pour dire que l'avenir est ici. Voilà le combat qu'il faut mener. Et il l'a dit tout à l'heure, nous l'avons tenté, nous n'accusons personne. L'immigration est une pathologie, c'est un fait social. Les responsabilités sont collectives. Et il faudra aujourd'hui, dans une démarche participative, alors essayer de trouver des solutions, ne serait-ce que pour stopper alors ce fléau qui est en train d'endayer toute la jeunesse africaine. Absolument. Maintenant, oui. Pour revenir au dossier, alors je voudrais tout simplement dire que ou appeler à une remise en cause dans la gestion de ce dossier-là. Vous savez, au Sénégal, on parle de Sénégalais de l'extérieur. Le terme est caduc. Parce que le Sénégalais de l'extérieur est celui qui vit en Espagne, en Italie, en France. Le Sénégalais de l'extérieur ne prend pas ce ministère. Malheureusement, il y a des failles. Nous avons noté des failles d'ordre conjoncturel et structurel et qui font que le dossier n'est pas pris en charge dans sa transversalité, dans sa complexité et sa diversité. Donc il est temps que, en tout cas, nous c'est notre souhait, que le chef de l'État rectifie sa copie pour mettre en place un ministère chargé des migrations internationales. Et ce ministère-là prendra en charge alors toutes ces problématiques. Et dans une démarche participative, comme ils sont en train de le faire, essayer de trouver des solutions, ne serait-ce qu'aujourd'hui, pour dire à cette jeunesse en tête d'un avenir digne, et l'avenir est le Sénégal. Le Sénégal, mais il va falloir s'attaquer au sous-emploi et à la pauvreté, Abdoumbo, honorable, qui font que les jeunes sont à la recherche d'un Eldorado, à la limite chimérique, et cela ne semble pas être la priorité des gouvernants. Mais moi, je pense que je dirais d'abord, avant de répondre à votre question, que tout à l'heure, mon co-débatteur a parlé de la transversalité de la gestion du dossier de la migration. Moi, je pense qu'il faudrait comprendre que cette transversalité-là est prise en compte totalement par le gouvernement. Parce que j'ai commencé par vous dire que le gouvernement du Sénégal, à travers, par exemple, quand on parle de gestion des frontières, là, c'est les forces de défense et de sécurité. Ce qui veut dire que le ministère des Forces armées, le ministère de l'Intérieur, ainsi que les autres ministères de l'économie maritime, aujourd'hui, sont dans le jeu pour essayer d'aider le ministère des Affaires étrangères pour gérer cette question. Donc, la transversalité de la gestion de ce dossier ne réside pas dans le fait de créer un ministère qui gère exclusivement la migration. Ça, c'est un. Deuxièmement, par rapport au sous-emploi et à la pauvreté, moi, je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, à travers même le budget aujourd'hui qu'on est en train de voter, c'est-à-dire le budget 2020, qui est un budget programme, vous verrez dans les programmes le renforcement des moyens destinés à la prise en charge des questions liées à la jeunesse. D'abord, sur le plan du financement des jeunes, sur le plan des products, sur le plan aujourd'hui de l'ANPEJ. Donc, il y a énormément d'argent qu'on a mis sur pied pour essayer de retenir les jeunes dans ce pays. Et cela, quand même, c'est du commencement à la fin parce qu'on part d'abord par la formation. Parce que quand tu prends
le ministère de la formation professionnelle, allié au ministère de l'enseignement supérieur, on est en train de développer une formation des jeunes pour que ces jeunes-là non seulement puissent quand même être qualifiés, c'est-à-dire régler le problème de l'employabilité, et ensuite trouver des financements pour que ces jeunes-là puissent travailler dans ce pays et que le problème de l'immigration clandestine puisse être stoppé. Donc voilà un peu les actions que le gouvernement est en train de faire pour que ce problème éviter aussi, puisse honorable, être... que ces financements ne soient que des financements politiques. Mais vous savez... Parce que les jeunes continuent à partir jusqu'à présent. Binta, les jeunes continuent à partir. Tout à l'heure, vous avez entendu mon camarade dire que le phénomène de la migration, et vous le savez mieux que moi, c'est un problème mondial. C'est un problème aujourd'hui de société. Donc aujourd'hui, nous, en tant que Sénégalais, notre gouvernement est en train de travailler non seulement d'abord, premièrement, à sécuriser nos frontières, deuxièmement, à gérer des politiques qui font que les jeunes non seulement puissent avoir de la qualification et rester sur... Maintenant, le commentaire que les gens peuvent faire à gauche, à droite en disant que c'est des financements politiques, moi je pense que ça, c'est un détail par rapport à ce problème très important, qui est un problème de société et qui doit être pris à bras le corps afin que tous les Sénégalais, de quelque bord qu'ils se trouvent, puissent quand même travailler à ce que ce problème puisse être dérégulé. Parce que nous, en tout cas, au niveau de l'Assemblée nationale, particulièrement au niveau de la Commission des affaires étrangères et de l'intégration africaine, nous allons, dans un court moment, essayer de rassembler les acteurs dans ce domaine pour parler de la migration clandestine, afin que des solutions puissent être trouvées, comme le gouvernement est en train de le faire, afin pour gérer vraiment ce problème-là, mais intensifier la sensibilisation, non seulement au niveau des familles, au niveau de la jeunesse, mais aussi exhorter le gouvernement à davantage continuer les actions qui sont en train d'être faites.